bon, je vous propose d'attaquer le webinaire qui va aujourd'hui parler de growth marketing. En tout cas, on va faire une introduction vers le growth marketing pour éditeurs SaaS, parce que le temps d'un webinaire, on ne pourra pas aborder tout le concept, toutes les techniques, toutes les bonnes pratiques, mais en tout cas, on va déjà faire un petit pas vers le growth marketing pour éditeurs SaaS, parce que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très, très, très bien pour les sociétés en SaaS. Alors, tout d'abord, je voudrais faire une petite introduction et vous donner peut-être quelques exemples pour que vous puissiez mieux imaginer qu'est-ce que c'est le growth marketing et puis notamment en SaaS. Déjà, il ne faut pas se dire que growth marketing, c'est un effet de mode, c'est quelque chose qui est apparu récemment, même si vous voyez les concepts, justement, les mots, les concepts ont été inventés à peu près il y a une quinzaine d'années, mais sachez que le growth marketing, c'est quelque chose qu'on faisait. En tout cas, en marketing, même la notion de marketing n'existait pas encore, mais on faisait déjà du growth, on faisait déjà de l'acquisition des clients, etc. On peut se rappeler de Michelin, oui, qui a inventé le fameux guide Michelin pour faire en sorte que les pneus soient un peu plus usés pour que les gens changent plus souvent les pneus. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient équipées de véhicules. Et donc, effectivement, pour vendre des pneus, il fallait inventer quelque chose d'à côté, un produit supplémentaire. Et donc, de travailler en sorte que ce guide Michelin soit bien connu pour, encore une fois, faire user les pneus et donc d'en vendre d'autres. Voilà, par exemple, ça, c'est un exemple qui date d'il y a quelques décennies déjà, mais on pourrait très bien dire qu'à l'époque, ils ont utilisé les techniques de growth marketing. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas considérer que growth marketing, c'est quelque chose qui vient d'apparaître ou qui est quelque chose qui est vraiment à la mode aujourd'hui et d'ici quelques années, on passera à autre chose. Non, c'est quelque chose qui existait, qui existe et qui va exister. Il faut tout simplement comprendre en fait le mindset du growth marketing et du growth marketer. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce qu'aujourd'hui, dans vos équipes, vous avez des spécialistes growth? Parce qu'en fait, pour bien comprendre le concept de growth marketing, il faut avoir un certain état d'esprit. Après, ça se travaille, ça se travaille. Voilà. Donc, déjà, pour commencer, je voulais vous citer quelques dates clés. Par exemple, en 2007, justement, on a connu l'apparition du framework le plus important aujourd'hui, qui est ARR, oui, qui peut être traduit comme acquisition, activation, rétention ou si vous souhaitez, donc référent ou recommandation et revenu. Donc ça, c'est le framework ARR qui est le plus connu et on l'associe toujours au growth marketing. Ce framework peut s'appeler aussi le framework pirate parce que souvent, on associe growth marketing aux techniques de growth hacker. Nous, on préfère quand même utiliser le terme de marketing, growth marketing parce que growth hacker, c'est vraiment ça peut avoir une connotation négative, tandis que nous, on est plutôt en marketing et on va utiliser des techniques grosses, certes. On va utiliser quelques hacks, mais on va quand même respecter ce qui existe. On va respecter donc, nos concurrents, etc. Donc, c'est pour ça qu'on préfère parler plutôt du gros marketing que du gros hacking. En 2008, on a vu l'apparition de notion du Lean Startup qui vous parle sûrement à tous parce que vous êtes en SaaS et les produits SaaS utilisent énormément le Lean Startup, c'est-à-dire la boucle entre build, measure and learn. Je construis, je mets en place certaines techniques, je mesure, j'apprends, je fais des tests et je recommence. Et ça, c'est en boucle. Justement, Lean Startup, c'est quelque chose qui est super important pour les nouveaux business. Et ça permet d'expérimenter et de tester plein de choses en termes d'acquisition, en termes de rétention, d'activation, etc. Et puis, en 2010, enfin, donc, on a eu le terme, on a vu le terme apparaître, le terme de growth hacking par Sean Ellis. Donc, c'est un investisseur qui est un gros hacker, en fait, on va dire aujourd'hui, qui a travaillé, qui a fait progresser certaines boîtes que vous connaissez comme Dropbox, comme PayPal, etc. Donc, voilà. Quelques chiffres clés, mais sachez que ça a apparu bien avant les années 2000. Alors, après, j'ai
déjà dit 2 mots par rapport au profil du gros marketeur, parce que c'est hyper important. C'est vraiment un état d'esprit et c'est un certain nombre de compétences. Aujourd'hui, on parle de 3 types de profils du gros marketeur, de marketeurs en général et de spécialistes dans n'importe quel secteur en général. Il y a ce qu'on appelle des personnes eye-shaped, c'est-à-dire ils sont experts dans un seul domaine précis. Oui, par exemple, dans notre secteur marketing, ça peut être un expert en référencement naturel, ça peut être un expert en acquisition sur Google Ads, ça peut être un expert en email marketing, etc. Donc, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est eye-shaped. Oui, il connaît bien un seul domaine, il est vraiment expert dans un seul domaine. Après, on a ce qu'on appelle des généralistes, c'est-à-dire c'est des gens qui savent toucher un peu à tout, des couteaux suisses, mais ils n'ont pas forcément une expertise dans un domaine bien précis. C'est-à-dire ils peuvent faire un peu de tout, bien, mais sans plus, sans plus. Et puis, on a aussi ce qu'on appelle les T-shaped, c'est-à-dire c'est des personnes qui ont une expertise dans un domaine, 2, 3 domaines, ça c'est vraiment dans des cas plutôt rares, mais voilà, c'est quelqu'un qui a une forte expertise dans un domaine ou plusieurs domaines et en même temps, il a la capacité à travailler sur tout, c'est-à-dire il a une vision bien ouverte sur, par exemple, toutes les techniques d'acquisition en marketing, il connaît les techniques de délivrabilité, il connaît des bonnes pratiques en email marketing, le référencement naturel, le Google Analytics, il connaît tous ces produits, mais en même temps, il est par exemple expert en rédaction du contenu. Voilà, il est éditorialiste, il a eu un background journalistique, etc. Donc, il est vraiment expert dans la création de contenu. Mais en même temps, il peut aider à lancer tout type d'action. Tout simplement, il travaille en marketing et c'est lui qui fait, on va dire, qui met en place toutes les actions, mais en même temps, il est expert dans une branche bien spécifique dans un domaine. Et pour bien réussir ces techniques du gros, on dit souvent que le marketeur doit être soit généraliste, c'est-à-dire un peu touche à tout, qui doit s'intéresser à tout, qui doit être assez curieux, créatif, donc c'est-à-dire doit aimer à toucher de nouveaux horizons. Et puis, bien sûr, le profil idéal, ça serait le T-shape, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien expert dans quelques domaines, mais en même temps, il sait tout faire. Voilà, donc ça, c'est des profils qui sont plus à l'aise pour mettre en place en fait des techniques de grosse marketing, pour mettre en place des expérimentations, des tests, pour faire des conclusions, pour analyser les datas, etc. Donc ici, je vous ai mis justement des soft skills principales, c'est-à-dire la curiosité, la créativité, l'appétence pour les études en psychologie. Voilà, donc c'est quelqu'un qui aime bien comprendre comment on marche, comment on fonctionne, les humains, pour prendre telle ou telle décision. Et puis, on a aussi des hard skills principales, c'est justement appétence pour le code. Après, aujourd'hui, en grosse marketing, on a quand même beaucoup de no-code parce qu'on a beaucoup d'applications qui nous permettent à faire plein de choses sans aller dans le code. Il y a encore 10-15 ans, les marketeurs, en gros, ils devaient justement bien connaître le code, au moins minimum HTML, etc. Aujourd'hui, on n'en a même plus besoin. Donc, c'est pour ça quand même une appétence vers le code ou no-code, vers ces outils qui apparaissent tous les jours, qui nous aident donc à avancer, à mettre en place des automatisations, etc. Et puis, quelqu'un qui a aussi une certaine appétence pour des données, pour analyse des données, parce qu'en marketing, on a déjà beaucoup de données, alors quand on va lancer des techniques de grosse marketing, il y aura encore plus, et vraiment, c'est le concept même. Hein. Je mets en place certaines actions, j'analyse les résultats, je fais des conclusions et je recommence. C'est-à-dire, on va beaucoup travailler avec les données et quelqu'un qui aime bien aussi mettre en place des tests, des expériences, des hypothèses, qui aime bien réfléchir sur toutes ces choses-là. Voici le profil du gross marketing. C'est pour vous donner une idée du profil idéal du gross marketing si jamais vous êtes en train d'embaucher, par exemple, quelqu'un qui est expert vraiment en grosse, ou vous souhaitez faire évoluer quelqu'un en interne pour qu'il devienne plus le gross marketeur.
Alors, voici quelques exemples du gros marketing en SaaS. Donc là, on a donné les exemples, on va dire, les plus connus qui vont parler à tous. Après, si vous souhaitez, vous pouvez également, dans les questions-réponses, donner vos exemples si jamais vous avez déjà rencontré des bons exemples du gros marketing en SaaS, des techniques qui vous ont paru géniales et que vous avez voulu implémenter chez vous. Donc là, j'ai pris des exemples très connus, par exemple de Slack, mais à la place de Slack pourrait être n'importe quel logiciel en SaaS qui offre une version freemium qui est très connue. Donc, ça peut être des outils de gestion de projet, ça peut être des outils collaboratifs comme Monday.com, etc. Donc, voilà, j'ai pris Slack, ça parle à tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc, à l'époque, ils ont proposer l'offre freemium qui a été limitée au nombre de messages envoyés et pas aux fonctionnalités. C'est-à-dire tout le monde pouvait accéder à des fonctionnalités premium, à toutes les fonctionnalités de logiciel, juste ont été limitées en nombre de messages. Et donc, ouais, j'ai mis massage, non, c'est pas au nombre de messages envoyés, bien sûr, et non aux fonctionnalités. Alors là, pourquoi est-ce qu'on considère cette technique réussie? Parce que tous ceux qui ont testé le logiciel gratuitement, donc ils ont connu le produit, ils ont passé l'étape d'activation, c'est-à-dire ils ont créé le compte, ils ont invité leurs collaborateurs, leurs collègues à discuter sur Slack, ils ont vu toutes les fonctionnalités, ils ont pu tester toutes les fonctionnalités et puis, d'un coup, ils étaient limités parce qu'ils ont envoyé un peu trop de messages. Maintenant, il fallait passer à la version payante, en sachant qu'entre-temps, ils étaient déjà habitués ils étaient habitués à utiliser ce logiciel et bien sûr, le passage vers la version payante a été beaucoup plus facile. Et donc, ça leur a permis d'avoir plus de passages en version payante. Dropbox, ce qu'ils ont fait à l'époque, et ça leur a permis justement de multiplier le taux de conversion par des centaines, c'est d'inviter des amis pour obtenir plus d'espace de stockage. C'est-à-dire là, ils ont travaillé le référent, la recommandation de leurs produits et ça leur a permis d'avoir, donc la recommandation a influencé l'acquisition et l'activation par des nouveaux utilisateurs. Voilà, ça, c'est des techniques, par exemple, de gros marketing. Bien sûr, aujourd'hui, ça paraît anodin parce que tout le monde le fait, mais c'était les premiers exemples à l'époque, il y a des dizaines d'années de là, qui ont démontré qu'une certaine technique, une approche, une expérience réussie permet donc de générer des nouveaux prospects, des nouveaux clients assez rapidement. Voilà quelques exemples pour le SaaS. Maintenant, parlons de ce qu'on appelle le Product Market Fit. Donc, j'avais une question dans le sondage tout à l'heure que j'ai lancé et c'est vrai que je n'ai pas vu beaucoup de réponses par rapport au Product Market Fit, juste peut-être une ou deux qui sont en cours pour le Product Market Fit. Donc, ça, c'est très bien que vous êtes conscient de ça. On peut faire des expérimentations pour bien comprendre à quel stade donc, vous vous trouvez aujourd'hui par rapport à votre product market fit, c'est-à-dire par rapport au positionnement, mais regardons déjà qu'est-ce que c'est pour un logiciel en SaaS. Alors, le product market fit signifie être dans un bon marché avec un produit qui peut satisfaire ce marché. C'est une citation de celui qui a inventé le terme en fait, de product market fit, pareil, un investisseur dans la Silicon Valley. Autrement dit, le product market fit, c'est un alignement entre le produit, entre votre produit, votre audience et le message. Est-ce que vous avez trouvé votre proposition de valeur? Est-ce que vous vous adressez à une bonne audience, à une audience qui est cohérente par rapport à vos ambitions, par rapport à vos moyens? Et est-ce que votre produit donc, peut satisfaire ces gens-là pour qu'ils aillent plus loin, c'est-à-dire pour qu'ils l'utilisent, pour qu'ils payent pour votre produit et surtout pour qu'ils le recommandent? Voilà, donc au moment où vous avez atteint votre product market fit, justement, vous pouvez passer au marketing, au gros marketing, etc. Mais tant que ce stade n'est pas atteint, c'est-à-dire tant que votre positionnement n'est pas défini, tant que ce n'est pas clair pour vous, ni pour vos utilisateurs, ni pour vos clients, il est inutile justement de faire du gros marketing ou même du marketing digital en général, du marketing en général. Et là, il faut se concentrer sur le produit, sur la stratégie marketing avant d'aller vers les actions autre que justement la réflexion sur son produit et sur son client potentiel
Alors, voilà ce que je dis justement. Si l'on est entre l'idée et le product market fit, il faut se concentrer vraiment sur le produit. Il faut faire beaucoup d'études, beaucoup d'investigations dans ce sens-là, au niveau du produit, au niveau de mon prospect idéal, la recherche client. Il faut faire beaucoup de sondages auprès de vos clients potentiels, etc. Puis, si vous considérez que votre product market fit a été atteint, là, il faudra s'intéresser déjà à ce qui est acquisition et rétention. Et puis, par contre, pardon. Et puis, par contre, si vous êtes déjà en bonne phase, c'est-à-dire vous êtes en croissance, en forte croissance, là, il faudra s'intéresser au scale, c'est-à-dire à l'accélération, à continuer dans le même sens, mais toujours en testant donc des nouvelles techniques. Donc, pour ceux qui se trouvaient justement sur l'étape vers le product market fit, concentrez-vous sur le produit, sur le positionnement, sur la stratégie de commercialisation, sur vos offres. Et puis, quand tout vous paraît clair, vous pouvez donc passer déjà vers les techniques d'acquisition, d'activation, rétention, etc. Comment est-ce qu'on peut savoir donc est-ce que le product market fit a été atteint ou pas? Pour cela, il y a quelques techniques qui vont vous permettre de bien calculer en fait ce qu'on appelle votre Net Promoted Score, le NPS. Le NPS, c'est un calcul assez simple qu'il faudra faire une fois que vous avez lancé le sondage auprès de votre cible, auprès de vos clients existants. La question peut se poser sous cette forme-là. Est-ce que vous souhaitez recommander mon produit? Voici donc les réponses. En fonction de leur retour, vous faites un petit calcul et vous regardez, est-ce que votre Net Promoted Score se trouve au-delà de 40, au-delà de 30, 40. À titre d'exemple, voici les résultats que j'ai trouvés d'une étude qui a été réalisée en 2016 pour tout ce qui est éditeur logiciel, sans préciser SaaS ou on-premise. Donc, pour tout ce qui est logiciel, le minimum NPS, c'était 28, le moyen 41 et le maximum 55. Donc là, on vise, normalement, on dit au-delà de 30, c'est déjà un très bon score. 30, 40, 40, c'est vraiment très, très bien. Et puis, plus c'est élevé, mieux c'est. Une autre façon de faire, sans forcément faire des calculs dans ce sens-là, ça serait juste poser la question à vos utilisateurs actuels. Si demain, mon produit disparaît, est-ce que vous allez être très déçu? Est-ce que vous allez être un peu déçu? Pas déçu parce que je n'utilise plus le produit. Et en fonction de leur réponse, en fait, vous regardez le pourcentage de ceux qui ont répondu très déçus. Et ce pourcentage doit tendre vers les 40%. Voilà. Si vous atteignez 40% de ceux qui vont être très déçus par la disparition de votre produit demain, considérez que votre product market fit a été trouvé, vous êtes aligné avec le message que vous portez, l'audience et le produit. Justement, si vous avez plus de réponses comme quoi rien ne va changer dans ma vie si le produit disparaît demain, là, il y a des questions à se poser par rapport au produit. Voici une petite introduction vers le Product Market Fit et vers le Net Promoted Score. Bien sûr, là, dans le format de webinaire, on ne pourra pas aborder toutes ces questions en détail, mais lors de notre formation, on rentre vraiment dans le détail. Il y a beaucoup de choses qui y a à dire par rapport justement au positionnement. Alors, l'étape suivante, quand on va parler du gross marketing, c'est bien sûr le fameux framework ARR. Alors, le framework ARR, d'ailleurs, aujourd'hui, il y en a certains qui ajoutent un A supplémentaire. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Le framework ARR ou le framework pirate, on peut trouver des fois le modèle ARR, donc on peut le dire comme on le souhaite un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà acquisition, c'est-à-dire en SaaS, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur s'inscrit ou télécharge votre logiciel ou demande par exemple une démo. Activation, c'est l'utilisateur passe un moment extraordinaire, ce qu'on appelle un moment de vérité, ou en anglais, on appelle ça un aha moment, wow moment, oui, qui le convainc de la valeur du produit. Donc là, il s'est dit, OK, je vais créer mon compte et je vais inviter, par exemple, mes collaborateurs
pour participer, pour tester la solution. La rétention, l'utilisateur revient. Il revient régulièrement. Et donc là aussi, on va devoir mesurer avec quelle fréquence il revient. Est-ce qu'il revient toutes les semaines, tous les mois, etc. en fonction, encore une fois, de votre logiciel. Oui, application, parce que certaines applications sont censées être utilisées quotidiennement. Il y en a d'autres qu'on va utiliser plutôt quelques fois par mois, vers la fin du mois, par exemple, pour faire des tableaux de bord, etc. Avec quelle fréquence? Et ces données-là, ces métriques-là vont être vraiment différentes d'un logiciel à l'autre. C'est pour ça qu'on n'aura pas des métriques qui vont être applicables à tout le monde, mais l'objectif, c'est que vous compreniez vraiment le concept. Après, on a le revenu. Donc, l'utilisateur achète. Et pour un produit SaaS, souvent, il s'agit quand même de tarification mensuelle ou voire annuelle. Donc, c'est-à-dire, on parle du paiement récurrent. Donc, ça, c'est super important. Et puis, on a le referral, où on peut appeler ça aussi recommandation, c'est-à-dire l'utilisateur partage, recommande le produit, donne son avis et ainsi de suite. Ici, je vous ai présenté deux schémas. Donc, le premier schéma, c'est justement la toute première présentation de R par Dave McClure, pareil, un investisseur, celui qui a inventé en fait le framework R. Vous voyez, à l'époque, dans l'acquisition, donc il a mis un maximum de moyens d'acquisition qu'on utilise aujourd'hui en marketing digital. Après, on allait vers l'activation qui se passait sur le site. Après, la rétention, le referral et revenu. Après, il faut préciser qu'en gross marketing, il ne faut pas que vous ayez dans votre tête justement cette framework tel qu'il est écrit aujourd'hui. Ça peut, c'est pas quelque chose de strict. C'est-à-dire, vous pouvez commencer aussi par activation. Vous pouvez passer l'étape d'acquisition si déjà tout est bien mis en place, si votre logiciel a une forte notoriété, si tout le monde le connaît, l'activation, peut-être ça sera la première étape à travailler. Ou au contraire, la rétention, votre logiciel est très connu, les gens reviennent, les gens s'inscrivent, mais par contre, ils ne restent pas longtemps parce qu'il y a des choses à modifier au niveau de rétention et ainsi de suite. Ou peut-être tout simplement, c'est le modèle de commercialisation qui ne va pas. Peut-être votre logiciel a un fort succès, mais par contre, ça ne vous ramène pas de revenus. Et dans ce cas-là, vous allez travailler d'abord la partie revenus et ainsi de suite. Vous voyez, c'est-à-dire, cette framework, ce n'est pas quelque chose de figé. Vous pouvez passer d'une étape à l'autre. Vous pouvez omettre certaines étapes et vous focaliser tout de suite, par exemple, sur le referral, parce que vous avez constaté que referral, s'il était bien paramétré, bah, ça vous rapporterait, par exemple, ça pousserait l'activation. Ça pousserait plutôt l'acquisition, c'est-à-dire vos utilisateurs actuels inviteraient leurs collègues, leurs amis pour utiliser votre solution, mais vous voyez qu'il y a vraiment les trous dans la raquette au niveau de referral. Et donc, vous vous consacrez à cette étape précise. Donc, voici la première, on va dire, la première visualisation de R. Et puis, aujourd'hui, on peut le structurer un peu comme ça. Alors maintenant, regardons en détail. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, comme acquisition. L'acquisition consiste pour un éditeur en SaaS à attirer des visiteurs sur votre site et à les inciter à s'inscrire ou tester gratuitement votre solution. Donc ça, tout le monde se projette. Essayez de mettre peut-être dans les commentaires, dans les questions-réponses de ce webinaire, donnez vos exemples aussi. Est-ce que chez vous, ça se passe de cette façon ou pas? Mais il peut s'agir aussi des acquisitions un peu plus faibles. Par exemple, l'inscription à la newsletter ou un téléchargement d'un document premium quand l'internaute va laisser ses coordonnées. Ça aussi, on va considérer comme acquisition. Mais peut-être on aura créé dans ce cas-là un funnel à côté supplémentaire, justement pour travailler l'acquisition à côté donc, de tous ceux qui souhaitent avoir accès à notre contenu premium et après mettre en place des actions pour les passer en activation. Voilà, donc c'est-à-dire l'acquisition peut être une acquisition majeure quand vraiment quelqu'un vient sur votre site et crée son compte, et puis une activation mineure comme par exemple quelqu'un qui vient tout simplement s'inscrire à votre newsletter. Alors, les tactiques à utiliser au niveau d'acquisition, ça sera bien sûr les stratégies de commercialisation que vous allez mettre en place parce que souvent, les éditeurs en SaaS proposent des offres en freemium. Justement, après, grâce à un certain nombre de choses, ils vont essayer de passer ceux qui sont en freemium en version payante.
Ça peut être des périodes d'essai, ça peut être des demandes de démos, des démos détaillées, etc. Donc, tout ça, c'est des tactiques à utiliser. Mais aussi des moyens d'acquisition, c'est tout ce qui est référencement naturel, le content marketing, les emailing, les newsletters, le référencement payant sur LinkedIn, sur Google Ads, etc. C'est-à-dire toutes ces actions marketing qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour acquérir de nouveaux prospects. Les métriques qu'il faudra mesurer à ce moment-là, ça sera bien sûr le coût par acquisition, coût par clic, coût par 1000 impressions, le nombre de leads, le taux de rebond sur votre site. Ça va être le taux de clic, par exemple, sur vos campagnes email, le taux d'ouverture, taux de clic, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des métriques qui vous parlent parce que vous êtes déjà dans le marketing digital. Donc, tout ça, bien sûr, ça vous parle très, très bien. L'étape suivante, c'est A comme activation. L'activation pour un éditeur SaaS signifie que vos prospects franchissent une série d'étapes significatives pour progresser dans l'entonnoir que vous avez préparé au préalable, bien sûr. Et exemple d'activation, prenons Monday.com, c'est par exemple l'invitation de ses collaborateurs. Voilà, quand j'ai créé le compte, je ne suis pas tout à fait encore activée. Quand je commence à inviter mes collaborateurs, quand je commence à vraiment envoyer des messages, à gérer des projets, à créer des projets dans votre application, là, on peut dire que je suis activée. Si j'ai juste créé un compte, mais par contre, je ne passe pas de temps sur l'application, je ne suis pas forcément activée. D'accord ? N'hésitez pas à préciser quels sont vos exemples d'activation. En fonction de votre logiciel, votre solution, votre application, quels sont vos exemples d'activation. Les exemples d'activation, par exemple, qui vont parler à tous, bon, qui ne sont pas forcément de SaaS, mais par exemple sur Instagram, sur les médias sociaux, sur LinkedIn, les étapes d'activation, c'est le nombre de messages, le nombre de posts publiés. Voilà. Si j'arrive, je crée un compte sur LinkedIn et je m'en vais, je ne me connecte jamais sur mon espace, je ne fais jamais de posts, de partage, etc., je ne suis pas activée. D'accord ? J'ai franchi l'étape d'acquisition, mais pas plus que ça. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça n'apporte aucune valeur à LinkedIn, en l'occurrence. Ce qui est important, si votre interface, si l'interface utilisateur de votre application est cohérente, elle est pratique, facile à utiliser, user-friendly, etc., tout ce qu'on peut dire, alors le client, justement, il aura son moment de vérité, ce qu'on appelle le aha moment, et il sera prêt à continuer à utiliser l'application, il sera même prêt à aller plus loin, peut-être payer pour une version plus complète ou inviter les utilisateurs inviter ses collègues pour partager justement cette belle expérience. Par contre, si l'activation n'a pas eu lieu, il faudra analyser le comportement des utilisateurs in-app, c'est justement déterminer à quel moment ils ont quitté l'application. Voilà, tout ça, c'est faisable avec des métriques. Justement, regardons quelles sont les tactiques à mettre en place et les métriques. Alors, par rapport aux tactiques à utiliser, ça sera l'optimisation du processus d'onboarding pour rendre le produit plus compréhensible pour les utilisateurs. Donc là, quand on parle des SaaS, pendant des moments d'onboarding, on se rappelle tous des petites infobules qui nous disent, qui mettent donc en exergue certains endroits de logiciels, d'applications et qui nous expliquent des bonnes pratiques, des tips pour utiliser le logiciel. Voilà. Donc, on optimise ces processus d'onboarding. Peut-être des fois, c'est un peu trop long. Peut-être des fois, au contraire, ce n'est pas suffisant. On analyse. Voilà, encore une fois, on fait des tests, on fait des expériences. Après, on analyse les données et on décide à améliorer un tel ou tel point. Et puis, on peut aussi simplifier le processus d'inscription, tout simplement, sans demander de carte bancaire, en proposant la version d'essai gratuite, etc. Juste le processus aussi d'invitation de ses collègues en envoyant tout simplement un lien via WhatsApp, via un autre messenger, qui va faciliter justement la création de comptes à une deuxième, troisième, quatrième personne, etc. Voilà comment est-ce qu'on active, comment est-ce qu'on travaille le moment d'activation par rapport à un logiciel SaaS. Et les métriques importantes à prendre en compte ici, c'est bien sûr le coût par acquisition, à combien ça vous a coûté cette acquisition et puis souscription, passage en version payante, parce que passage en version gratuite,
la souscription de freemium, bien sûr, ça a un certain prix. Et puis, pour faire passer ceux qui étaient en freemium en version payante, ça va demander d'autres efforts et d'autres prix, d'autres coûts. Donc, il faudra analyser tout ça. Il vous faudra aussi analyser le taux d'engagement in-apps déjà, oui. Donc, durée des sessions, sur quelle page d'application ils ont quitté votre application, etc. Donc, le pourcentage justement de bounce sur votre application, toutes ces métriques qu'on va pouvoir mesurer justement in-apps. Alors, R comme rétention. Donc, ça, c'est la troisième étape de framework. Ici, on va parler d'une étape qui est la plus importante pour le SaaS parce que la plupart des sociétés utilisent quand même un mode de tarification par abonnement. Et cela signifie que vous pouvez acquérir un client une fois et continuer à obtenir du coup des revenus récurrents pendant une période, on va dire, illimitée. Ça dépendra encore une fois si le client il continue toujours à percevoir la valeur de votre produit et s'il est satisfait. Parce que tout à l'heure, on a parlé de product market fit, mais ce que j'ai pas évoqué, je pense, c'est que le product market fit, il n'est pas éternel. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que vous avez atteint une fois ce fameux fit entre le produit et le marché, et ça y est, vous pouvez donc toujours le garder sans jamais revenir en arrière, sans jamais sans jamais se mettre en question. Oui, le product market fit, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Il faut revoir son positionnement parce que le secteur du SaaS évolue énormément vite. Il y a beaucoup d'entrants, il y a beaucoup de startups, il y a beaucoup de comportements qui changent. C'est pour ça, c'est vraiment pas éternel et il faut bien sûr le revoir systématiquement. Donc, et c'est très important de travailler la rétention parce que l'acquisition de nouveaux clients est souvent plus difficile et coûteuse que de garder les clients que vous avez déjà eus. Donc vous avez déjà dépensé un certain coût pour les acquérir et effectivement, les perdre et acquérir les nouveaux, ça vous coûterait très, très cher. Quelles sont des tactiques à utiliser à ce moment-là? Bien sûr, il faudra mesurer la satisfaction des utilisateurs. Donc, c'est-à-dire là, on fait le rapport déjà entre le gross marketing et le service de CSM, oui, Customer Success Management. Donc là aussi, il faut préciser que le gross marketeur, souvent, il doit être capable de travailler en binôme avec d'autres services qui existent, avec les commerciaux, beaucoup, mais aussi avec les CSM, justement, au moment de rétention pour faire ces investigations, pour lancer des sondages, pour comprendre pourquoi donc, le client n'est pas satisfait, pourquoi il est parti, etc. Après, on peut mettre en place des processus donc, de la relation client, c'est-à-dire organiser des tutos, des formations, des webinars, des événements, justement, pour faire en sorte que le client il se sent valorisé, il se sent ne pas oublier et souhaite toujours renouveler l'abonnement. Et puis, on peut aussi, grâce au tracker in-apps, on peut simplement mesurer l'adoption du produit. Les métriques importantes, et donc là, vous allez vous adresser encore une fois à l'équipe de CSM, parce que toutes ces métriques, ça leur parle. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail de calcul, mais si vous avez des équipes qui s'occupent de Customer Success Management, donc bien sûr, ça va leur parler. Ils vont vous pouvoir expliquer correctement comment est-ce qu'ils calculent telle ou telle métrique, parce qu'encore une fois, pour chaque solution, ça va être spécifique à leur métier, à leur fonctionnement, à leur stratégie de commercialisation, etc. Donc là, on va calculer le churn, c'est-à-dire le nombre de personnes, le pourcentage de personnes qui sont parties. Le health score, le NRR, qui est Net Retention Revenue. Donc voilà, ces termes-là, on les aborde un peu plus en détail pendant la formation. Là, pendant le webinaire, je ne pourrai pas prendre du temps pour les expliquer, mais sachez que si vous avez votre équipe CSM, ils pourront très bien vous définir, vous donner en fait ces métriques importantes pour que vous puissiez chercher des moyens pour les améliorer. Et puis, le tout dernier, c'est R comme revenu. Revenu, c'est un indicateur qui permet de savoir en fait si vous avez franchi avec succès toutes les étapes précédentes. Et seuls les utilisateurs qui comprennent parfaitement la valeur de votre produit vont être prêts à dépenser pour votre produit. Donc, il faut encore une fois travailler cette proposition de valeur pour qu'il soit bien clair. Et les tactiques à utiliser ici, c'est de faciliter en fait le passage au paiement, à la version payante, c'est-à-dire mettre en place le système de paiement,
informer les utilisateurs des limites de la version gratuite, proposer de passer à la version payante directement in-app, dire que cette fonctionnalité, c'est limité, etc. Voilà, tout ce qu'on voit aujourd'hui quand on utilise les applications en SaaS. Et puis, la métrique la plus importante ici, c'est lifetime value, et donc c'est-à-dire combien la valeur du client, combien il vous ramène donc tout au long de sa vie, on va dire. Voici par rapport aux revenus. Et le tout dernier point, c'est le R comme referral. Donc, comme referral, on peut dire comme recommandation, plutôt si vous souhaitez plutôt parler plus français. Donc là, si vous avez acquis un client, il est actif et il continue d'utiliser votre application et il aime votre application, il l'apprécie, il commence à en parler à d'autres. Donc, soit par le bouche à oreille, qui va être quand même difficile à mesurer, soit par un système de recommandation, par des avis que vous allez les inciter à mettre sur Trustpilot, par exemple, ou sur Avis Vérifié, ou sur Google, etc. Donc, là, il passe à l'action de recommandation, c'est-à-dire il va inviter ses amis, ses membres de son équipe à utiliser votre produit. Donc, ça, c'est vraiment très, très pertinent justement pour pousser aussi le moment d'acquisition et d'activation. Oui, Referral influence l'acquisition et l'activation dans le funnel de gross marketing. L'objectif ici, c'est d'encourager les utilisateurs à recommander votre produit. Il y a plusieurs techniques et je pense que vous les voyez aussi au quotidien quand vous utilisez d'autres logiciels ou peut-être vous les avez mis en place déjà chez vous. Mais vous faites tout pour que le processus de partage soit rapide, facile. L'incitation à vous recommander soit facile. Et donc là, quelles sont les tactiques à utiliser? Bien sûr, des avis. Après, des fois, on va être obligé d'imaginer des récompenses pour récolter ces avis parce que donner un avis aujourd'hui, on va dire, c'est une technique qu'on a vue partout, nous, les utilisateurs, et des fois, en fait, on n'a tout simplement pas envie de donner des avis si on n'est pas récompensé. Alors, quelles sont les récompenses qu'on peut envisager pour un SaaS? Eh bien, c'est très bien. Ça peut être très bien un mois gratuit. Ça peut être un crédit supplémentaire. Oui, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai donné un avis pour une application SaaS et j'ai eu 25 crédits supplémentaires que je puisse utiliser donc, dans leur application. Et franchement, c'était pertinent. Et j'ai incité aussi mes collègues à les recommander et à gagner donc, des crédits gratuits. Parce que l'application a une vraie valeur ajoutée dans notre quotidien des marketeurs. Et voilà, vous voyez, grâce à une récompense qui est assez simple, qui ne coûte pas grand-chose, on va dire, à l'équipe, j'ai pu faire gagner quelques avis à ce logiciel. Ça peut être des tactiques d'email marketing, des parrainages et ainsi de suite. Et puis, la métrique la plus importante, ça sera Customer Satisfaction Index. Donc, pareil, c'est un index en fait qui va pouvoir être calculé en fonction de tous les attributs que vous prenez en compte, en fonction de satisfaction de votre logiciel. Donc, par exemple, vous lancez un sondage, est-ce que vous êtes satisfait par notre réactivité, par l'interface de notre logiciel et ainsi de suite. Donc, vous avez 2-3 attributs. Pour chaque attribut, donc, vous avez un pourcentage et puis vous divisez ce pourcentage sur le nombre d'attributs. Voilà, brièvement, c'est comme ça qu'on calcule cette métrique, mais lors de la formation, donc on va rentrer vraiment dans le détail de tous ces calculs, de toutes ces métriques. Donc, voici tout ce que je voulais dire aujourd'hui, en tout cas par rapport au timing qu'on a déjà dépassé un peu, par rapport à cette introduction vers le growth marketing pour le SaaS. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions maintenant par rapport aux choses qu'on a vues. Et puis, bien sûr, je vous invite à participer à notre formation qui va être lancée bientôt. Donc, la première session aura lieu fin février et puis la deuxième en avril. C'est une formation à distance, mais qui est très pratique et qui va donc prendre 2 jours. Si vous souhaitez la suivre en intra-entreprise, donc là, on pourra définir les dates ensemble, mais c'est une formation très pratique, donc parce que vous avez compris qu'en growth marketing, il y a quand même beaucoup de concepts, beaucoup de théories,
On va essayer de passer sur ces théories, on va allier la théorie et la pratique et donc on va se concentrer quand même sur des tableaux de bord, sur des calculs, sur des expériences, sur des exercices pratiques pour que vous puissiez avoir des techniques bien rodées à l'issue de cette formation. Alors, en attendant, je vais prendre vos questions. Alors, vous parlez du taux de rebond dans les métriques, mais Google Analytics 4 ne parle plus de taux de rebond, mais de taux d'engagement à la place. Oui, tout à fait. Donc, si on parle d'acquisition et on prend le produit Google Analytics 4, effectivement, là, Google Analytics 4, aujourd'hui, il parle de taux d'engagement. Donc, c'est-à-dire là, on va regarder plutôt le taux d'engagement. Si vous êtes sur d'autres produits, par exemple, d'analyse de comportement, par exemple, vous êtes sur Matomo ou sur une autre solution, eux, ils ont gardé encore la notion de taux de rebond. Voilà, donc c'est-à-dire ça va dépendre de l'outil que vous avez, l'outil que vous utilisez pour justement voir ces métriques d'acquisition. Et après, en in-apps, vous allez avoir aussi vos métriques à vous. Donc, ça va dépendre encore une fois de votre logiciel. Quelles sont les métriques que vous êtes capable d'identifier, de remonter sur votre application. Ça peut être le taux de rebond, ça peut être le taux d'engagement, ça peut être les deux. Ça va vraiment dépendre du logiciel que vous utilisez. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, je regarde. Alors, j'ai une autre question par rapport à la formation. Donc, justement, est-ce qu'on propose les formations en présentiel? Non, pour le moment, non. Donc, cette formation va se faire à distance parce qu'on reste beaucoup en partage d'écran, c'est-à-dire la présence physique n'est pas tout à fait justifiée. Grosse marketing, c'est quelque chose qui va se faire beaucoup sur les tableaux de bord, sur le partage d'écran, donc sur des fichiers Excel, sur des outils. Donc, c'est une formation qui se fait très, très bien à distance. Alors, cette formation est prise en charge par les actions collectives. Alors, donc là, je vous invite de prendre, de vous mettre en relation avec notre experte en financement. Cette formation n'est pas prise en charge par les actions collectives Atlas, mais par contre, elle est prise en charge par les OPCO. Voilà, si vous souhaitez avoir une réponse un peu plus détaillée par rapport au mode de financement de cette formation précise. Donc là, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur notre site, sur cette page de formation. Et notre experte en financement, Anaïs, va vous expliquer justement plusieurs modalités. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je pense que non. Bon, très bien. Dans ce cas-là, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas pu encore déjeuner. Et puis, je vous dis à très bientôt lors de nos webinaires ou lors de nos formations. Bonne journée à vous.